pourquoi toute la Gen Z se ressemble. J'ai l'impression qu'Internet et les réseaux sociaux nous transforment littéralement en clones. Tout le monde se PNJ. ressemble physiquement, tout le monde se ressemble mentalement. Tout le monde se ressemble, tout le monde s'habille de la même manière. Tout le monde fait la même chose, porte la même chose, écoute la même chose. Tout le monde a la même Ça a toujours été pareil. façon de bouger leur corps, de s'exprimer. C'est flippant. C'est flippant. Plus on scrolle sur les réseaux sociaux, plus on a l'impression qu'ils ont créé une armée de clones, avec les mêmes visages, les mêmes photos de vacances, les mêmes légendes, le même style de vie, le même intérieur, au point qu'on a l'impression d'être tous devenus des moutons. Tout le monde a la même plante chez lui, c'est de la merde. Tout le monde a la même chaise, tout le monde a le même bureau. En fait, voilà, on est tous des clones. Pourtant, on vit probablement dans la période où on nous répète le plus qu'il faut être soi-même, construire sa personnalité, trouver son identité, se démarquer, être unique, et malgré ça, on finit tous par acheter les mêmes objets, adopter les mêmes routines, parler de la même façon. Le phénomène est devenu tellement visible que certains parlent même d'une véritable crise identitaire chez la Gen Z. On a appris à aborder la vie en fait à travers les réseaux sociaux. On est en train de voir une génération entière perdre toute son identité. Pour moi, ces trends-là en fait, elles sont une manifestation évidente de la crise identitaire que vit la génération. Moi, je le ressens pas trop. Pour moi, il y a des PNJ et ensuite, il y a les gens normaux. Les gens normaux, ils font ce qu'ils veulent et ensuite, il y a les PNJ. Et les conséquences vont beaucoup plus loin que ce qu'on imagine, avec des dégâts sur notre santé mentale, notre capacité à penser par nous-mêmes, mais aussi sur notre patrimoine linguistique. Plus j'ai enquêté sur ce sujet, plus je me suis rendu compte que cette uniformisation n'avait rien d'un hasard. Derrière elle, j'ai découvert un système où les algorithmes, les plateformes et les marques ont tout intérêt à ce qu'on finisse par se ressembler. Alors, pourquoi on a l'impression qu'on devient tous des clones sur les réseaux, malgré tous nos efforts pour y échapper ? Qu'est-ce qui a déclenché cette soi-disant crise identitaire de la nouvelle génération ? Et surtout, qui a intérêt à ce qu'on finisse tous par se ressembler ? Depuis quelques temps, si tu scrolles quelques minutes sur Instagram, t'as l'impression que tout le monde vit dans les mêmes... Regardez les réels types nettoyage du dimanche pour s'en rendre compte. Souvent, il n'y a aucun objet intime, pas de photos, pas de bazar. L'appartement pourrait appartenir à n'importe qui ou être un showroom Ikea générique. Cette uniformisation généralisée des lieux a un nom, le blending. Pardon, le terme c'est vient de pas la grave, t'es contraction pardonné. de blend, qui veut dire fade, sans saveur, et de branding. Le blending, c'est la tendance qui consiste à effacer toute aspérité, tout détail personnel, tout ce qui pourrait déranger ou diviser. Dans le domaine des intérieurs, ça se traduit par des canapés beiges, des murs blancs cassés, des plantes en pot identiques, des étagères quasi vides soigneusement rangées, mais sans jamais aucun objet qui raconte quelque chose sur son propriétaire. Cette esthétique beige, c'est d'ailleurs pas un hasard si elle est partout. Comme beaucoup de tendances actuelles, tout a commencé avec cette dame, Mais non, quoi ? dont la maison au style minimaliste est apparue dans le fameux magazine Architectural Digest en 2020. Et c'est ce qui a directement propulsé et popularisé cette esthétique beige minimaliste. Le phénomène est allé tellement loin qu'il a fini par donner naissance à des nouvelles catégories sur les réseaux, celle des beige moms. Je suis considérée comme une beige mom. J'étais une beige mom à fond. Suis-je une beige mom? Ce terme, il désigne des mères qui transforment tout l'univers de leur enfant en décor neutre. Des chambres beiges, Oh là là! des jouets en bois clair, des vêtements écrus, des peluches crème, Mais ton gosse, tu veux qu'il ait pas de saveur au niveau des couleurs ou quoi? des tapis de couleur lin, même des objets comme les cubes, les livres, les déguisements et les décos d'anniversaire sont sélectionnés pour s'intégrer parfaitement à l'esthétique de la maison. On est très loin du chaos visuel souvent associé à l'enfance, J'ai avec gagné. des couleurs vives, des jouets dépareillés, des objets moches mais aimés. Comment on en est venu à caractériser les chambres d'enfants toutes colorées, etc., comme étant des chambres de beauf ou de cassos? Il y a une communauté de mamans qui se déclarent beige mom, qui sont là clairement pour être les flics des couleurs. Et c'est là que le phénomène devient intéressant. Parce que dans l'esthétique beige mom, Oh là là! même l'enfance devient instagrammable. Sur TikTok, Oh là cette là. tendance a beaucoup été moquée, justement parce qu'elle donne l'impression que certains parents ne décorent plus pour leurs enfants, mais pour l'image qu'ils veulent renvoyer d'eux-mêmes. Oh là Une là! parentalité normée, calme, maîtrisée, élégante et sans couleur criarde. Et ce, Ma femme a fait un truc comme ça, je la quitte. parfois même au détriment de ce que pourrait vraiment aimer l'enfant. Je me suis rendu compte que mon bébé n'en a rien à faire du beige. Tout ce qu'il aime, lui, c'est de la couleur. C'est des couleurs qui attirent son œil. Bah oui, connasse! Donc du coup, je me suis fait une raison et je me suis dit que tant pis, nique le beige. Il y a d'ailleurs Oui, j'espère bien!
Des vidéos qui montrent des parents qui sont pas super enthousiastes quand on leur offre des objets qui collent pas à cette esthétique. J'adore! C'est super mignon! Beige Mom, mais les ongles descendent de toutes les couleurs, frère. Hein. Le problème, bien sûr, c'est pas d'aimer le beige. De tout temps, il y a eu des modes de décoration. Ce qui pose plutôt question... Elle a le droit de se foutre des couleurs sur la tronche, mais par contre, les gosses, ils doivent se manger du beige, quoi. C'est d'observer de manière plus globale qu'aujourd'hui, même les espaces les plus intimes doivent être lissés pour correspondre à l'image actuelle du bon goût. Kyle Shaika, journaliste au New Yorker, a consacré un livre entier à l'uniformisation des intérieurs en 2024. Ce qu'il décrit, c'est une réalité fondamentale. Jamais dans l'histoire humaine, autant de gens n'ont consommé les mêmes contenus, instantanément, sur leurs écrans individuels. Les intérieurs ne font pas exception. Malheureusement, les réseaux sociaux ont réduit la diversité à bien des égards. Les plateformes nous connectent, mais elles homogénéisent aussi nos goûts. En fait, je suis désolé, mais si tout devient homogène, c'est à cause de la personne qui consomme le contenu. Hein. Je consomme des contenus que la plupart ne consomment pas sur les réseaux, c'est niché, c'est des trucs de cons, c'est juste les PNJ, ils se retrouvent entre PNJ, quoi, voilà. Le monde en vient à désirer ce qui est valorisé sur la plateforme. Et ce phénomène est accentué par l'utilisation massive de Pinterest par des millions de gens qui veulent décorer leur intérieur. Chaque personne a l'impression de s'inspirer d'un moodboard unique qu'ils ont passé des heures à créer, alors qu'en fait, l'algorithme fait converger les goûts des utilisateurs vers une seule esthétique. Plus un style est partagé, plus il devient pertinent, alors plus il est redistribué. Et tout le monde va presque naturellement vers la même déco. C'est comme ça que Pinterest n'est pas devenu une plateforme d'expression, mais une machine à convergence. Une seule application est devenue responsable des tendances déco chez tout le monde. Surtout que l'uniformisation ne s'arrête pas à l'esthétique, vu qu'on assiste aussi à une uniformisation des modes de vie. Prenez les milliers de morning routines avec toujours exactement la même structure. Un réveil aux aurores, une eau citronnée, une skincare millimétrée avec les objets tendances, comme le masque LED en ce moment, un peu de journaling, un matcha ou un latte esthétique. Et chez les hommes, le scénario est tout aussi codifié. Réveil à 5 heures, douche froide, complément alimentaire, salle de sport. Oh là là! Café noir, lecture, c'est pareil pour l'explosion des sports. Lecture, non mais nique ta mère quoi, je dis pas qu'il faut pas lire hein, mais morning routine lecture quoi, vas-y frère. Sports qui deviennent tendance. Pour les hommes, on a le paddle ou la calisthénie, pour les femmes, le yoga, puis le pilate reformer. Avant, on pouvait voir que les gens avaient des hobbies assez variés, c'était quelque chose de personnel. Aujourd'hui, même cet aspect de nos vies s'uniformise. Il y a carrément des TikTok qui conseillent des listes de hobbies à adopter pour glow up. Il y a 6 types de hobbies qui peuvent te faire vraiment glow up. Si tu fais un challenge... Vas-y, nique ta race toi, vas-y toi. Ta vie, elle va vraiment complètement changer. Oh là là. Par exemple, ici la créatrice dit littéralement « Je vais vous donner une liste de hobbies que vous pouvez choisir pour devenir une fille attirante. » Et là... on a le même type d'argument. Il n'y a rien de plus sexy qu'une fille avec des hobbies. Donc c'est parti pour Hot Girl Hobbies et mes recommandations. Numéro 1, le tennis. Alors évidemment, on peut se dire que cette uniformisation existait déjà avant les réseaux. Et c'est en partie vrai. Il y a toujours eu des communautés avec leurs propres codes. Les punks par exemple avaient la même manière de s'habiller, les mêmes références, le même langage. Pareil pour les skaters ou les gothiques. Chaque groupe avait ses signes distinctifs, ses codes et son jargon. Au-delà de ça, les comportements des générations ont toujours été influencés par des sources extérieures. Par exemple, la publicité a toujours créé des mouvements de masse, des tendances vestimentaires, des standards de beauté, des produits désirables. Les nouveaux Samsung Galaxy S23 sont enfin là. Et naturellement, tout ça aboutit à des caractéristiques communes. On a notamment eu tous des expressions que seule notre génération utilisait. Et la nouvelle génération n'échappe pas à la règle. Et c'est ok. Non mais it's giving. Ah non mais je peux pas, franchement je peux pas. Je suis engouement. Non mais en plus ça fait trop mon pain quoi. Sréel, c'est une parodie de la manière de parler de certains Gen Z. Ma passion, je suis obsédée, ça me trigger, c'est trop satisfaisant, j'adore l'énergie, je suis chaud. Bon après là y a rien. Pour des mots, moi je trouve que c'est abusé. Avec des mimiques et des phrases toutes faites qui sont reprises en boucle sur les réseaux. On va ciné ou pas ce soir? Vas-y, je suis chaud. Dans la phrase à Macron, hein, le ciné c'est hard, c'est hard. Mais si parfois, faut juste accepter d'avoir pris un petit coup de vieux et que certaines nouvelles tendances nous échappent, il y a aussi quelque chose de vraiment nouveau qui est apparu avec les réseaux sociaux. C'est qu'ils changent l'échelle du phénomène. Ils l'ont accéléré. Par exemple, fin 2022, un TikToker français, La Vache,
lancent des mots qui ne veulent strictement rien dire. En quelques semaines, ils sont dans la bouche de tous les collégiens. Putain, c'est lui qui a dit ça? Putain, je savais même pas que c'était lui. C'est le nouveau mot un peu chelou qui a envahi nos cerveaux depuis quelques jours. Dire quoi coubet à quelqu'un quand il fait quoi revient à se foutre de sa gueule. Pendant que ces mots venus de nulle part se répandent, les linguistes commencent à documenter un phénomène plus profond. 73% des 16-24 ans reconnaissent que les réseaux ont changé leur façon de parler. 42% disent faire plus de fautes, et certains experts parlent carrément d'une dégradation progressive du français chez les jeunes. Mais surtout, les réseaux sociaux ont rendu cette uniformisation plus instantanée, plus globale et beaucoup plus intime. Avant les réseaux, un punk pouvait par exemple être punk dans sa ville sans savoir ce que faisaient les punks de Tokyo. Aujourd'hui, tout le monde voit tout, en temps réel. Et quand tout le monde se voit, tout le monde s'ajuste. Ce qui prenait des années à se diffuser prend aujourd'hui 48 heures. Ce qui était limité à un groupe devient visible par tous. Et surtout, les réseaux ajoutent quelque chose de nouveau, une surveillance constante. On se contente plus d'appartenir à un groupe, on se voit appartenir à ce groupe. Et du coup, on se compare en permanence et on s'ajuste. Au point que ça vient carrément toucher notre monde intérieur, jusqu'à notre manière de penser, de parler et même de se définir. Ouais. Sur les réseaux, certaines émotions, certaines réactions, certaines façons d'être deviennent des formats. Il y a une bonne manière d'être drôle, une bonne manière d'être vulnérable. Par exemple, en prenant une vidéo de soi en train de pleurer dans sa voiture, un format qui est très connu sur TikTok. Mais il y a aussi une bonne manière de raconter sa vie. Par exemple, en prenant le format Get Ready With Me, autrement dit Prépare-toi avec moi, où on raconte une anecdote en se maquillant. Ça peut aller d'une rupture à des anecdotes vraiment traumatisantes, mais le format, lui, reste toujours le même. En gros, au lieu d'exprimer ce qu'on ressent de manière libre, on choisit parmi des scripts déjà existants. Et bien sûr, nos propres corps n'échappent pas à la règle. Aujourd'hui, on est rentré dans une ère du clone où tout le monde ressemble à tout le monde. Ça fait plusieurs années que l'utilisation intensive de filtres sur les réseaux... Vous savez que, fait... là j'ai vu, il y avait une meuf, elle était refaite à côté de la meuf qui parlait. Vous savez que j'ai horreur des gens qui font de la chirurgie esthétique. J'ai horreur. Parler à des gens qui font de la chirurgie esthétique, indirectement, je les trouve nuls. Je vous jure, c'est vrai, je les trouve nuls. Je sais pas pourquoi, je les trouve nuls. En fait, quand c'est esthétique mais qu'il y a rien, tu n'as pas d'handicap visuel, t'as rien, juste un complexe de quelque chose et tu veux le régler en faisant comme 150 000 autres meufs ou 150 000 autres mecs qui ont fait, en fait c'est nul. Au lieu d'accepter ton complexe et tout, tu veux vite le modifier comme ça. Mais t'en retrouveras un et tu vas vouloir vite le modifier comme ça. Et tu vas en retrouver un et tu vas vouloir vite le modifier comme ça. Je parle de chirurgie esthétique, je parle de chirurgie esthétique quoi. Genre pas des trucs où c'est... je sais pas, t'as perdu un bras parce que t'es handicapé, tu veux... y a un moignon, tu veux faire une chirurgie, j'en sais rien, ça n'a rien à voir. Là je parle vraiment juste... des lèvres trop fines, une calvitie, voilà. Ils se contentent pas de nous embellir, ils nous standardisent. Ils appliquent tous les mêmes transformations au même endroit, avec les mêmes proportions. Et le problème ne concerne pas que les adolescentes, même si elles sont les plus vulnérables. Facile à dire, mais ça n'a jamais été facile d'accepter ces complexes, mais c'est ce qui fait de toi une personne forte en fait. Si tu commences à chaque point de faiblesse, tu commences à capituler, tu vas aller chercher la facilité ailleurs, bah... Ah bon? Parce que ce que les spécialistes... Regarde là, s'il te plaît, frère. Non mais s'il te plaît. Non mais s'il te plaît, ma gueule. Voilà, s'il te plaît, genre. Parce que... Y a plus rien d'humain. Elle va sourire, son visage il sera figé. Elle va pleurer, son visage il sera figé. Y a plus d'émotion. Y a rien, la putain de sa mère, genre. Les spécialistes de la beauté ont commencé à remarquer, c'est que ce phénomène touche aussi les célébrités. Là, pareil, elles ont toutes refait leur nez, le machin. Des très distinctifs, parfois même atypiques, qui au fil des années ont progressivement... Elles ont toutes la même gueule, frère. Converger vers les mêmes traits. La journaliste Naveen Bhagat appelle ça la kardashianisation de la beauté. On peut voir un phénomène de clonage social à l'œuvre sur les réseaux sociaux, surtout chez les jeunes femmes. Ouais, l'actrice dans The Boys. J'ai appelé ça la kardashianisation de la beauté. Même Madonna a adopté un relooking du type Kardashian lors de sa dernière tournée. Des sourcils plus épais, des lèvres plus pulpeuses, un visage plus lisse et plus plein. Et depuis, le phénomène a pris une ampleur encore plus inquiétante, au point que certains visages sont littéralement copiés. On appelle ça le face stealing. En français, le vol de visage. Et regardez le titre de cet article. Comment le vol de visage est devenu la plus grande tendance beauté. Certains traits du visage ont même maintenant des nouveaux noms. Par exemple, les Kylie Lips,
Des lèvres très volumineuses obtenues par injection qui sont devenues une référence mondiale après leur popularisation sur les réseaux. Chez les hommes aussi, la logique est la même. Les réseaux imposent leur modèle avec des tendances comme le looks maxing, où il faut afficher... Non mais c'est différent. Parce qu'il y a des mecs qui vont faire de la chirurgie pour se maxer, mais vouloir maxer naturellement l'harmonie de son visage, là c'est totalement ok. Où est le problème? Pas lui, je sais pas, il a quoi dans sa tronche de con là, mais où est le problème? Une mâchoire carrée, une peau parfaite et un... Pareil, une peau parfaite, ça veut tout et rien dire. Si le mec de base il a full up d'acné, bien sûr qu'il vaut pas d'acné. En fait, c'est des mauvais arguments là, je suis pas d'accord. Là, je suis pas d'accord du tout là. Corps maximisé pour entrer dans le moule. Rentrer dans le moule, c'est pareil, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Maximiser un corps, ça met des années. Tu rentres pas dans un moule en 3 mois. Les gens comme ça, ils vont jamais vouloir tenir. D'accord? C'est si tu décides de faire du sport, de la musculation, des trucs comme ça. C'est vraiment pour changer, ça n'a rien à voir, La chirurgie esthétique, c'est artificiel. Tu te le rajoutes grâce à ton argent, c'est un pay to win, littéral. Et en plus, c'est même pas naturel. Alors que l'autre, ça met des années, ça met des mois, voire des années. Non, je suis pas d'accord du tout. Et pareil, les médias, ils sont trop gênants, hein. Qu'ils aillent se faire enculer. Parce que eux, voilà, par exemple, là le mec, j'en sais un, lui, là, je le pré-shot, c'est pareil, ça va être comme même History, il va dire quoi? Une plus grosse mâchoire, ça se trouve même, il va mettre des passages de, je sais pas moi, l'autre con, là, qui se tape le visage avec des marteaux, des trucs comme ça. Vous l'avez vu passer. Voilà, tu vois, fils de pute, tu vois ou pas? Mais nique ta mère, personne fait ça, personne se tabasse la tronche avec un marteau, frère, faut arrêter au bout d'un moment. C'est du mytho, j'ai jamais vu aucun humain de ma vie me dire ouais, moi je me tabasse la gueule avec un marteau. Je suis portugais au fond. Non. Sur les réseaux sociaux, mâcher du mastic ultra dur pour avoir la mâchoire carrée, se frapper les pommettes au marteau pour sculpter son visage. Se soucier de son apparence, oui. Se mettre en danger pour ressembler à une caricature virile, non. Ces pratiques sont dangereuses. Et aujourd'hui, ce phénomène d'uniformisation des... Mais je jure, qui est le fils de pute qui se tabasse vraiment le crâne avec un marteau, s'il vous plaît? visage ne se contente plus d'exister. Il est activement encouragé. Il existe maintenant des startups entières construites autour d'une idée simple, votre visage peut être optimisé. Par exemple, des plateformes comme celle-ci analysent les visages comme des produits. Symétrie, proportion, distance entre les... Je jure, où est le problème? Je jure, où est le problème? Yeux, je jure. Projection du menton. Là pour moi, il y a pas de problème. Sur leur... Savoir que même avoir une projection du menton faible et tout, tu peux avoir des problèmes de santé, des problèmes respiratoires, des problèmes au niveau du sommeil, en fait. Sur leur chaîne YouTube, certaines vidéos cumulent des millions de vues avec des titres comme « Voici ce qui rend vraiment un visage beau ». Le top 10 des traits du visage pour un visage attirant. 6 traits du visage qui rendent les hommes beaux. Le principe est toujours le même. Décomposer le visage en critères mesurables, puis montrer comment les corriger. Mais derrière cette promesse scientifique, il y a un biais beaucoup plus profond. Les visages considérés comme idéaux reposent presque toujours sur les mêmes standards. Une mâchoire bien définie, des pommettes hautes, un nez fin, des proportions très spécifiques. Résultat, même quand on cherche à devenir la meilleure version de soi-même, on finit par se rapprocher des mêmes visages que tout le monde. Non, ça encore une fois, c'est que si tu tombes dans le piège du « Ah, faut que je rentre dans le moule », voilà. Au bout d'un moment, moi je comprends ce qu'elle dit, mais si les gens finissent par vouloir tous ressembler à la même chose, c'est parce que eux-mêmes ils ont pas de recul sur ce qu'ils font. Mais pitié, prenez du recul. Non, les critères de beauté, ils changent pas tous les 5 ans, c'est minime. C'est des trucs qui partent et qui reviennent. Il y a 10 ans, skinny c'était stylé, ensuite c'était plus du tout stylé, fallait être G-Char comme je ne sais quoi, ensuite les meufs fallait qu'elles redeviennent skinny, ensuite fallait être un peu mais pas trop, ensuite fallait avoir la peau sur les os, c'est... D'ailleurs, énormément de gens parlent de leur rebranding sur les réseaux. On entre officiellement dans mon ère de rebranding. Bienvenue au jour 1 pour devenir la meilleure version de moi-même. Le rebranding, à la base, c'est un terme de marketing. Une marque change son image, son positionnement, son identité visuelle. Mais la nouveauté, c'est qu'aujourd'hui, les individus se mettent à faire exactement la même chose. Sur TikTok, on voit passer des vidéos comme « Je rebrand toute ma vie »,« Nouvelle ère en chargement ». C'est votre signe pour vous rebrander. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on change sa manière de s'habiller, son intérieur, ses habitudes, et parfois même la manière dont on aborde les relations amoureuses. Le tout, souvent, pour les faire correspondre à des modèles déjà identifiables. Le résultat, c'est qu'on ne scrolle plus des individus. On a l'impression de scroller des templates. Et les réseaux nous encouragent à lisser progressivement tous les aspects de notre vie. Parce que l'algorithme montre... Mais voilà, qui regarde ça? Qui regarde ça là? Des fils de pute qui versent du matcha dans du lait là, la compte de sa mère. Qui regarde ça là? Y'a qui regarde ça là? C'est qui l'enculé qui regarde des gens qui versent du matcha dans du lait là? C'est pas possible cette histoire là. En priorité des contenus qui performent bien, donc qui sont validés socialement.
Et ça crée un paradoxe. Plus on se montre, plus on s'expose aux algorithmes, et moins on a de chances d'être soi-même. Après, c'est vrai qu'on pourrait se dire que tout ça n'est qu'une affaire de goût. Après tout, si les gens veulent avoir les mêmes visages, les mêmes intérieurs ou les mêmes routines, où est le problème ? Pendant des années, TikTok a laissé ses utilisateurs poster des vidéos de body check, des gens qui montent leur tenue et qui au milieu de la vidéo marquent une pause pour se filmer de haut en bas, rentrer le ventre, se repositionner et vérifier que leur corps correspond aux standards attendus. Aujourd'hui, c'est plus possible d'accéder à ces vidéos. Mais cette tendance reflète parfaitement l'une des conséquences principales de l'uniformisation sur les réseaux, l'autosurveillance permanente. Vu qu'avec l'uniformisation, certains types de physique, de comportement ou de manière de parler finissent par être beaucoup plus valorisés que d'autres, forcément, quand on poste quelque chose, on va se demander comment ça va être perçu. Est-ce que ça correspond au code ou est-ce que ça risque de paraître bizarre ? C'est justement la question que se posent des personnes qui se remettent en question juste parce qu'ils ne correspondent pas aux standards qu'on voit partout. On m'a souvent dit que j'étais bizarre, mais c'est quoi bizarre ? Pourquoi vous me jugez quand je dis que l'herbe a l'air super douce, qu'une photo est poétique et que j'adore l'odeur du goudron après la pluie ? Qu'est-ce qu'elle me raconte, elle ? Qu'est-ce qu'elle me raconte, celle-là ? Qu'est-ce qu'elle me raconte, elle ? Qu'est-ce qu'elle me barague, là ? C'est totalement... Ouais, l'odeur de la pluie après le goudron, quand il y a un orage... Qu'est-ce que quoi, là ? T'intéresses à tout ? Ou juste parce que j'aime l'art ? Moi, je pense juste que j'aime les choses auxquelles les gens ne s'intéressent plus en grandissant. Mais qu'est-ce que tu racontes ? Le résultat est assez triste. Naturellement, beaucoup ont le sentiment de perdre en spontanéité, en authenticité, parce qu'on vit constamment en représentation sur les réseaux. C'est comme... Non mais en fait je suis trop niche. Je suis so niche, Jesus, oh my god, like... Yesterday, je me suis woke up, j'ai smell un peu outside, j'ai senti une petite breeze. Ça s'appelait la rosée. Plus personne ne sent la rosée du matin, ferme ta gueule. Si, au lieu de refléter nos vies comme ils étaient censés le faire à la base, ils se mettaient à nous dicter comment vivre. Et qu'à force, ils finissaient par prendre le dessus sur tout le reste. On est en train de diaboliser des gens qui font du sport, par exemple. Si tout le monde fait du sport, mais voilà où est le problème. L'étude commence à montrer les dégâts de cette uniformisation, notamment chez les plus jeunes. L'être humain apprend naturellement par mimétisme. Depuis toujours, on observe les autres pour construire notre propre identité. Le psychologue Albert Bandura a d'ailleurs montré que nous avons tendance à imiter les modèles qu'on voit comme récompensés. Le problème, c'est que sur les réseaux, les contenus les plus likés, les plus partagés et les plus mis en avant deviennent les références de milliers de personnes en même temps, avec des modèles optimisés, filtrés et uniformisés. Ça fait qu'au lieu d'explorer différentes façons d'être et choisir celle qui leur convient le mieux, beaucoup de jeunes finissent par converger vers les mêmes goûts, les mêmes comportements et les mêmes manières de parler. Une enquête menée auprès de la génération Z indique que plus de la moitié reconnaissent que les réseaux affectent directement leur niveau de bonheur, notamment à cause de la comparaison et de la pression de conformité, et un article de recherche parle même d'hyperconscience de soi, nourrie par le fait de se regarder en permanence à travers le regard des autres, ce qui amplifie le mal-être chez les adolescents. Salut Renan Foutou. Aujourd'hui, on a une pression de dingue, parce qu'on est toujours face à la comparaison. Tu sois dans ton lit, dans ton canapé, dans le métro, t'ouvres les réseaux. Ouais, mais tu te compares à quoi ? Aux gens ? Bah, c'est ta faute. Mais voilà, c'est aussi simple que ça, frère, ça casse les couilles. Je vous jure, je pense pas être fou, là. Je suis pas fou, là. Si tu décides de te comparer aux gens, bah t'as tout perdu. Compare-toi toujours à ton ancien toi, pas aux gens. Les gens, ça veut rien dire. Et en 30 secondes, tu vois ta pote qui est à l'autre bout du monde, une influenceuse qui a écrit son livre, une autre qui a reçu 1000 € de produits offerts. Et toi, t'es là et ça peut être dur de trouver ta place. Ouais, non, tu te compares, c'est tout. Mais les dégâts sont pas seulement psychologiques. C'est aussi notre manière de parler qui s'appauvrit. Des linguistes commencent notamment à documenter comment le langage des réseaux sociaux fragilise la maîtrise du français. Pour certains écrivains et linguistes, ça ressemble à un véritable appauvrissement de la langue française, avec une perte de vocabulaire précis et une tendance à utiliser les mêmes mots quel que soit le contexte. Masterclass. Voilà qui utilise encore masterclass. Ouais, on dit pique, on dit... Concrètement, ce qu'on gagne en spontanéité et en efficacité de communication, on le perd en nuances. On écrit partout comme on commente une vidéo TikTok, on remplace des mots spécifiques par 3 expressions globales, et on oublie peu à peu qu'il existe plusieurs registres de langue suivant la situation. En fait, derrière ces trends,
Ça serait un morceau de notre patrimoine linguistique qui s'efface, avec ses nuances qui permettaient autrefois de parler différemment à un ami, à un professeur, à un inconnu ou dans un texte. Et cet appauvrissement ne touche pas seulement le français standard. Il grignoterait aussi tout ce qui faisait la couleur régionale de nos langues. La France a un problème, et j'ai aussi ce problème. Mon accent alsacien, il a disparu. J'ai plus d'accent. De manière générale, les accents disparaissent et les patois disparaissent. Une enquête récente montre que plus d'un Français sur deux a le sentiment que son accent régional est en train de disparaître au profit d'une prononciation plus neutre, plus média-compatible. Et derrière cette normalisation, c'est des tournures régionales qui reculent ou qui disparaissent. C'est carré dans l'axe, ça! Des petites expressions qu'on entendait en Bretagne, dans le sud-ouest, dans l'est, des façons de poser des questions ou de raconter une histoire qui était typique d'un territoire. Parce qu'à force d'utiliser les mêmes types de langage, on délaisse des mots qui racontaient nos régions. Au point que si on prend de la hauteur, le véritable impact n'est pas seulement individuel, mais collectif. En agriculture, on connaît le risque de la monoculture, autrement dit d'avoir un seul type de plante sur des hectares. C'est rentable, c'est efficace, enfin du moins, jusqu'au jour où une maladie débarque et détruit tout, parce qu'il n'y avait plus aucune diversité pour résister. Ouais. Au final, on pourrait utiliser exactement le même mot pour les algorithmes. La monoculture algorithmique. Quand tout le monde regarde les mêmes contenus, copie les mêmes formats, vise le même visage, on fabrique une culture sans diversité. Et une culture sans diversité, c'est une culture fragile, moins créative, moins capable de produire quelque chose de neuf. Parce que les grands... Après ça c'est différent parce que là les trends, les trucs comme ça, en fait vu que c'est facile à faire, tout le monde le fait. Mais les trucs difficiles, les gens de base ils le font pas. Et de base les gens n'ont jamais eu envie de faire des trucs difficiles parce que les trucs difficiles ça casse les couilles. Voir des gens créatifs sur TikTok, il va falloir aller chercher un peu plus loin, c'est normal. Mais c'est pas les premières personnes sur lesquelles tu vas tomber. Mais ça tu le sais déjà. Ça c'est pareil sur YouTube, je suis désolé. Toutes les grosses têtes d'internet se fitent entre elles et elles font le même type de contenu. Et voilà, mais tout ça c'est, encore une fois, c'est parce que les gens ils sont là pour consommer, les gens ils sont là pour regarder, les gens ils sont là. Si les gens étaient pas là, les gens ils feraient pas. Donc en fait, le nombre de par exemple, regardez, ça n'a rien à voir tu vois, mais je vais prendre mon exemple personnel. Vous voyez moi j'ai rarement fit avec des gros youtubeurs, rarement. La seule fois où je l'ai fait, soit c'était avec des collègues genre Ilan ou quoi, ou soit c'était avec des gens, je les ai découverts entre temps, genre Hugo Posé et tout. Par exemple, si on va dans les commentaires de la vidéo là. Oui, il reste encore du travail. Hein. Voilà le nombre de gens qui ont dit c'est quoi, c'est inattendu, duo aléatoire, machin, nanana, mes couilles. Je m'y attendais pas, nanana. Parce que frère, les gens ils ont pas l'habitude de voir les autres. Pourtant les autres ils font du bruit. Mais ils font du bruit mais ils sont dans leur corner genre. Enfin, je vous jure, la dernière fois que j'ai regardé un gros youtubeur en mode ouais content, même des potes à moi, hein, même je sais pas moi, Ilan, tout ça, je peux plus regarder les vidéos comme ça les gars. Si on m'invite et tout, moi je viens, mais je peux plus regarder ça, je ne consomme pas, je ne peux plus consommer ce genre de truc quoi. Ça devient vraiment chiant, je jure c'est chiant. Je sais pas comment l'expliquer, mais mec, waouh. En fait ça me donne juste envie de recharbonner YouTube et de me refaire une petite place comme ça là. Mais avec du content que les autres ils font pas parce que c'est chiant. C'est redondant et c'est extrêmement redondant même. C'est extrêmement redondant, that's la peace. It's la peace. Moins créative, moins capable de produire quelque chose de neuf. Parce que les grandes idées, les mouvements, les esthétiques qui ont marqué l'histoire sont jamais nés d'un consensus. Merci! Des marges, des gens qui ne rentraient pas dans les mots. Voilà, merci! Un Mystery des fois qui dit les termes. Hein. Et qui, avec le temps, risquent de devenir de It's moins la en peace. moins nombreux. Speed est Mais trop alors, fort. si tout le monde a l'air d'accord pour dire que devenir des clones, c'est pas forcément une bonne chose. Pourquoi? Donc, est-ce que vous comprenez maintenant quand je vous dis que dans mes TikTok à l'époque, mettez que les gens les prenaient désastreuses, mais c'est réel. Genre, il y a des. Oui, mais t'es le PNJ des gens, mais t'es le PNJ. Non, ça fait partie, ça fait tellement partie du truc. Tout ce qu'elle a décrit dans la vidéo là, en quoi? En une vingtaine de minutes, c'est 80% de mes arguments de base, c'était des trucs comme ça. Genre, j'ai vraiment l'impression de ça. Script, c'est que l'algorithme favorise la répétition, la conformité. Waouh, c'est le vieux TikTok, et les formats identifiables. En tant que créateur, ou simplement comme personnes qui veulent faire entendre leur voix. J'ai 10 coups d'avance sur vous, les gars. On prend pleinement conscience des règles auxquelles il faut se plier et du fait qu'il faut se conformer à un modèle. Renegade. Si quelqu'un a tendance à regarder longtemps des vidéos pour développer sa mâchoire, l'algorithme va chercher des contenus avec le même format, le même discours ou la même esthétique. Le but, c'est de nous faire rester le plus longtemps possible en montrant ce qu'on aime. Du coup, l'algorithme ne retient pas seulement le thème qui vous intéresse. Il retient aussi les signaux qui captent votre attention. Le format, les avant-après,
Le vocabulaire, le ton, la promesse, l'esthétique. C'est pour ça que les contenus finissent par se ressembler. Parce que l'algorithme ne récompense pas seulement une idée, il récompense une recette. That's the piece. Où les créateurs apprennent inconsciemment à lisser leur discours, répéter ce qui marche personnel. Surtout que ce mécanisme est aussi encouragé par les marques. Merci à NordVPN d'avoir sponsorisé cette vidéo. Merci à Ultra Premium Direct d'avoir Bon après ça c'est différent, tu regardes les publicités à la télé, t'as tout le temps les mêmes pubs aussi, donc en soi, bon. sponsorisé la vidéo. Merci à Seili de sponsoriser cette vidéo. Pour mettre en avant leurs produits, elles ont besoin de profils clairement lisibles et prévisibles. Parce que quand une entreprise investit des centaines de milliers d'euros dans une campagne, elle peut pas se permettre qu'un créateur dise quelque chose de controversé, change brutalement d'image ou sorte du cadre. Du coup, elles ont tendance à privilégier des changes brutalement PewDiePie est abandonné par YouTube et Disney pour des propos antisémites. ou sortent du cadre. Du coup, elles ont tendance à privilégier des profils qui respectent déjà certains codes, avec un ton maîtrisé, une esthétique propre, des valeurs consensuelles et un contenu facilement reconnaissable. Alors logiquement, d'un point de vue économique, un créateur a tout intérêt à rester dans le cadre, à devenir moins surprenant, moins clivant, mais aussi moins singulier. Je pense que vous l'avez souvent remarqué, mais les créateurs et créatrices de contenu qui ont le plus de collaborations sont ceux qui vont rarement se mouiller et ceux qui font du contenu un peu plus léger, un peu plus glamour, un petit peu plus... Comme à la télé. Les gens qui se mouillent pas à la télé, c'est les gens qui touchent le plus. Comme tout, wesh. Comme tout. Comme tout, putain. Tu choisis ce que tu consommes, encore une fois. Oh, ça m'énerve. Non, mais alors, je sais pas si vous avez vu, mais en fait, moins tu te mouilles, plus t'as d'argent. Non, j'ai wallah l'adem naqsam lak billah, bah oui. Parlant de pourquoi les marques suivent cette logique, c'est le cas d'Adidas avec Kanye West. Pendant des années, leur collaboration autour de Yeezy a été un énorme succès commercial. Mais en 2022, après une série de propos antisémites de Kanye West, Adidas a été contraint Et on le pardonne, parce que c'est le GOAT, la vie de ma mère, il fait des sons de fou, il est trop fort ce mec. de mettre fin au partenariat. Résultat, Adidas se retrouve avec 1,2 milliard de dollars de stock de Yeezy invendus, leurs chiffres s'effondrent, ils passent de 1,49 milliard de dollars en 2021 à 254 millions Voilà, en 2022, Kanye. et la marque prévoit une perte de 700 millions pour 2023. C'est la première fois qu'en 31 ans, Adidas enregistre des pertes. Cher. On est passé d'un partenariat extrêmement rentable à un risque majeur pour la marque du jour au lendemain. Et assez logiquement, pour se protéger de ce genre Ah mais de non, c'est quand ils situation l'ont jarté, bah extrême, oui. les marques tombent souvent dans l'excès inverse et ne prennent aucun risque. On en arrive au point que c'est quasiment toujours les mêmes profils qui sont mis en avant, avec les mêmes discours et les mêmes valeurs instagrammables. Et ce qui est triste, c'est que la sanction est symétrique. Sortir du moule coûte autant à l'influenceur qu'à la marque qui voudrait prendre des risques pour mettre en avant certains profils. Par exemple, en 2023, Bud Light lance un Merci partenariat Golden pour avec Prime. Diane, une créatrice trans très suivie sur TikTok. La campagne Putain, les déclenche trans, j'aurais jamais immédiatement dit. une réaction violente d'une partie du public conservateur américain, avec des appels au boycott, des vidéos de consommateurs qui jettent ou détruisent des canettes, et une pression directe sur la marque. Le problème Mais what pour Bud Light, c'est que cette polémique reste pas seulement symbolique. Elle se traduit très vite dans les ventes. Une partie des consommateurs arrêtent d'acheter la marque, certains distributeurs réduisent sa visibilité, et ses concurrents récupèrent des parts de marché. Bud Light vient de perdre 6 milliards de dollars de capitalisation boursière en 5 jours car ils ont fait une collab avec 7 personnes. Résultat, quelques mois plus tard, Bud Light perd sa place historique de bière la plus vendue aux États-Unis. Autrement dit, une seule collaboration qui n'a pas plu à une partie du public a suffi à fragiliser une position commerciale construite depuis des années. Ce qui fait qu'on arrive à une situation compliquée où on peut comprendre le public qui se plaint de cette uniformisation, mais aussi pourquoi la majorité des marques et influenceurs ont tendance à lisser leur image publique. Après, bien sûr, on va pas se mentir, tout ce phénomène profite aussi à certains. Ah ouais, à qui? Partie 3, le rôle des marques. Vas-y, balance. Ça, c'est un extrait du mail que LinkedIn envoyait aux influenceurs les plus connus de la plateforme. En gros, chaque semaine, il propose une liste de sujets. Si vous les traitez, vous avez une chance d'être mis en avant par le programme créateur LinkedIn. Cet exemple, il montre que ce que le public perçoit parfois comme des tendances organiques peut être créé de toutes pièces par des plateformes ou par des marques. Sur Internet, on trouve des milliers de contenus qui tentent de prédire les prochaines tendances sur les réseaux. 3 outils qui permettent de prédire les trends qui arrivent sur TikTok. La tendance de la clean girl, c'est fini. Voici ce qui nous attend pour 2026. Mais au fait, comment ça émerge une tendance? Pour comprendre, faut d'abord faire attention. Quand je dis tendance, je parle pas seulement d'une mode.
Je parle d'un format, voire d'un script clé en main. Par exemple, c'est le cas des vidéos Get Ready With Me, Prépare-toi avec moi, qu'on a déjà évoquées, qui ont toujours la même structure. Une caméra posée, un maquillage en direct et une histoire racontée pendant qu'on se prépare. Get ready with me pendant que je vous raconte tout mon parcours de vie. On a aussi les POV, avec un texte à l'écran, une situation universelle et une mise en scène qui permet à n'importe qui de se projeter. Ou encore, on a les photodumps sur Instagram, censés être spontanés, mais qui finissent tous par contenir les mêmes photos. Un miroir, du café, un coucher de soleil, un écran d'ordinateur. Et encore une fois, si dans des photodumps, des trucs comme ça, et moi en fait je vais prendre des expressions, bizarre l'expression faciale quand Chloé Gervais est apparue, j'ai rien dit. C'est trop bizarre, parce qu'encore une fois, si tu décides de consommer ce contenu, c'est que t'es quand même, je sais pas, tu te dis, ok, j'aime ça. Donc nique sa mère, gros. Va voir mes dumps, voilà. J'ai des dumps, je suis aux toilettes, on voit mon caleçon, mon jean, je l'ai baissé, on voit mes jambes, ma gueule. Qu'est-ce que tu me racontes de dump? J'essaie de relier ça à moi pour voir, parce que des fois je me dis, peut-être il y a des trucs que je fais qui sont dans le tas des exemples et tout. Et genre les dumps, ouais. Mais frère, va voir mes dumps, ma gueule, ciao. D'ailleurs, il y a même des dizaines de vidéos qui apprennent à faire le photodump parfait. En fait, ces formats, ils fonctionnent comme des templates. Une fois que t'en as vu un, tu peux toi aussi le reproduire. Et ces trends, elles sont un peu devenues le fast-food de la personnalité, avec un format facile à reproduire pour coller à une certaine image ou une certaine esthétique. Et forcément, quand on prend pas de recul, on a l'impression que ces tendances émergent naturellement. Et évidemment, parfois c'est le cas. Par exemple, on a eu la trend Girl. Ouais, Zerma, un tuto pour un dump. À l'origine, c'est une créatrice, Olivia, qui poste une photo de son dîner, un assemblage un peu aléatoire de pain, de fromage, de raisin, de beurre, et appelle ça Girl Dinner. La vidéo devient virale, et très vite des milliers de femmes reprennent le concept en montrant leur propre version. J'ai envie de me faire kiffer, donc on va se préparer un girls dinner ensemble. Oh la fils de puterie, that's la peace, that's la peace, that's la peace. Mais ce phénomène des trends a aussi inspiré les marques, qui ont compris une chose essentielle. Sur les réseaux, une bonne publicité ne ressemble plus vraiment à une publicité. Elle ressemble à une trend. Par exemple, la marque Chipotle. En 2019, pour le National Avocado Day, la marque lance le challenge Guac Dance autour de son guacamole. Le produit n'est alors pas seulement montré, il est intégré à un format que les utilisateurs peuvent reproduire. Le résultat, c'est plus de 250 000 vidéos publiées avec le hashtag en 6 jours, près de 430 millions de vues, et surtout, le plus gros Guac Day de l'histoire de Chipotle, avec plus de 802 000 portions de guacamole servies. La marque explique même avoir utilisé plus de 190 tonnes d'avocats ce jour-là. Ce qui est intéressant ici, c'est que la trend ne sert pas seulement à faire parler d'un produit. On regarde pas simplement une publicité pour du guacamole. On participe à une chorégraphie, on poste une vidéo, et derrière, on va acheter le produit qui donne son sens à la trend. Et le cas le plus révélateur de cette stratégie, c'est sûrement CeraVe. Si vous voulez savoir à quoi le futur de la creator economy va ressembler, ne cherchez pas plus loin que CeraVe. Et pourquoi leur marketing est vraiment génial par rapport à ce qui se fait en ce moment. Pour le Super Bowl en 2024, la marque lance une fausse théorie virale sur les réseaux. Et si CeraVe avait été créé par Michael Cera? La campagne est volontairement pensée pour ressembler à une rumeur organique. Des influenceurs en parlent, la marque dément, les internautes spéculent, puis la publicité du Super Bowl révèle que tout était orchestré. Vous aimez? C'est parce que mon nom c'est Cera. Elle donne le cancer, hein, cette les produits, presque tous les produits de cette marque donnent le cancer. Voilà. Donc c'est l'occasion parfaite de faire le crossover. La campagne a mobilisé 450 influenceurs, généré plus de 15 milliards d'impressions avant même le Super Bowl, puis 32 milliards d'impressions au total, avec une hausse de 25% des ventes de CeraVe. Et c'est là que l'uniformisation devient extrêmement rentable. Plus un format est simple, reconnaissable et copiable, plus il peut circuler vite. Et plus il circule vite, plus il transforme les utilisateurs en relais publicitaires. Mais ce qu'on soupçonne encore moins, c'est qu'en fait, sur certains réseaux sociaux, il y a des équipes d'employés entières qui sont chargées de créer les tendances. Par exemple, prenons TikTok. La plateforme a longtemps eu des équipes dédiées à identifier des contenus qui fonctionnent, puis à les amplifier volontairement. En janvier 2023, Forbes a révélé l'existence d'une fonctionnalité interne appelée le heating, le chauffage en français.
Saviez-vous que les vidéos TikTok virales sont fake? Enfin, pas exactement. Forbes vient de révéler que TikTok utilise une pratique appelée le hitting. Des employés de TikTok et de sa maison mère ByteDance ont confirmé au magazine que le personnel pouvait manuellement sélectionner des vidéos et booster massivement leur diffusion. Un document interne le décrit même sans ambiguïté. Le hitting consiste à booster des vidéos dans le fil For You via une intervention manuelle afin d'atteindre un certain nombre de vues. Sauf que les vidéos boostées ne sont pas étiquetées et apparaissent exactement comme n'importe quelle autre vidéo sélectionnée par l'algorithme. Autrement dit, une tendance qui semble émerger naturellement peut avoir été décidée dans un bureau. Et selon Forbes, ce système a aussi été détourné à des fins personnelles par certains employés. Certains auraient utilisé le hitting pour gonfler les vues de leur propre compte ou de ceux de leurs proches, en violation des règles internes de l'entreprise. Dans un cas documenté, une seule opération de ce type aurait permis à un compte de dépasser les 3 millions de vues. On a aussi vu des documents internes révélant que TikTok pouvait promouvoir certains contenus pour atteindre des objectifs précis, comme augmenter le temps passé sur l'appli ou encourager certains comportements. D'ailleurs, TikTok publie aussi des guides qui aident les marques et les utilisateurs à créer des trends qui correspondent à ce que la plateforme a envie de diffuser. On a aussi Pinterest, qui publie chaque année un rapport appelé Pinterest Predict, dans lequel la plateforme annonce les tendances qui devraient émerger l'année suivante. Je crois que peu de gens le savent, mais chaque fin d'année, Pinterest sort tout un rapport où il prédit ce qui va être tendance pour l'année d'après. Nuke the whole generation. Vous savez pas à quel point ça me démange de mettre une putain de patate dans mon écran. Officiellement, ces prédictions sont établies à partir des recherches et des comportements de ses utilisateurs. Une marque ne peut donc pas payer pour qu'une tendance soit inventée ou ajoutée au rapport. Par contre, ce qu'elle peut faire, c'est payer pour devenir la marque officiellement associée à cette tendance dans sa catégorie. Elle obtient alors l'exclusivité, un badge Pinterest Predict à afficher dans ses campagnes, ainsi qu'une meilleure visibilité dans les résultats de recherche. Et c'est là que le mécanisme devient intéressant. Pinterest annonce qu'une tendance va exploser, une marque paye pour en devenir la référence officielle, les utilisateurs voient cette association partout et finissent par adopter cette tendance. Autrement dit, plus tout le monde croit qu'une tendance va devenir populaire, plus elle a de chances de le devenir réellement. C'est ce qu'on appelle une prophétie autoréalisatrice. Après, même si tout ce qu'on vient de voir est réel et peut effectivement poser certaines problématiques, je trouve aussi que certaines critiques sur l'uniformisation peuvent parfois tomber dans la stigmatisation contre un certain type de personnes et leur goût. Par exemple, c'est le cas de certaines moqueries et caricatures contre les influenceuses, comme avec le terme basique. De base, il était issu de la culture hip-hop et désignait des personnes perçues comme trop attachées au code mainstream. Mais rapidement, il s'est transformé en une insulte genrée pour disqualifier spécifiquement des goûts féminins comme les bottes hug, le yoga, les bougies. C'est le mot basic bitch qui est engagé pour un truc féminin normal. Dans le mot basic bitch, bitch c'est féminin. Mais ça existe aussi pour les hommes. Hein. On a le cliché même pour des prénoms. Par exemple, les Yanis, c'est toujours des mecs aux cheveux bouclés avec une permanente. Ils sont skinny, ils ont une tête de brocoli, tu vois. Parfumés, etc. En France, les caricatures des meufs Pinterest ou des filles à matcha suivent exactement la même logique. Et ce qui est assez révélateur... Je suis désolé, mais c'est pas une caricature, les gars. Les filles à matcha, c'est pas une caricature, family. La tête à ma mère, je suis désolé. C'est l'asymétrie totale du phénomène. Les mêmes types... La vie, tu viens de décrire le Yanis de ma classe. Non mais, le pourcentage de chance qu'un Yanis soit skinny, cheveux bouclés parce que c'est un arbi, ou alors c'est un trou du cul sous permanente, bon, voilà. De codes masculins comme la montre de luxe. C'est forcément un cliché ciblé. Luxe, les sneakers de collection. Et un Yanis demain, c'est pas un bon gouer, cheveux lisses, qui s'habille en hold money, tu vois. Ou la salle de sport font pas l'objet de moqueries équivalentes. Après, je pense aussi qu'il faut nuancer l'ampleur du phénomène. Oui, on assiste à un phénomène global d'uniformisation. Mais après, faut pas non plus penser que les réseaux sont un seul bloc uniforme. Il y a énormément de niches, d'esthétiques et de communautés différentes. Ça permet d'ailleurs à des gens de se rassembler parce qu'ils partagent des passions très spécifiques, comme la lecture classique, la couture, le running, les finances personnelles, les jeux vidéo... Alors, le running, je suis désolé, mais non. Non, tout le monde court. Tout le monde court, frère. Et pour beaucoup de personnes, c'est une vraie opportunité. Quand on est isolé dans une petite ville, dans un environnement qui correspond pas forcément à nos centres d'intérêt... Là, je suis d'accord. Les réseaux peuvent permettre de trouver sa communauté. Alors, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? D'abord, je pense qu'il faut prendre conscience que ce qu'on croit être un choix universel est souvent le résultat d'une architecture invisible.
avec des algorithmes, des marques, des créateurs qui orientent nos désirs avant même qu'on ait eu le temps de les formuler. Ensuite, faut se rappeler que si les réseaux nous promettent de nous Mais je fais pas Alien Isolation ce soir, t'es malade ou quoi toi? aider à exprimer notre personnalité, en réalité, ils peuvent facilement nous la dicter. Alors, n'ayons pas peur de prendre quelques minutes pour tout couper et enfin apprendre à nous écouter. C'est trop mainstream ce qu'elle dit, elle donne pas son avis, ça me casse les couilles.